Pierre Vels est à la fois économiste et quelqu'un qui comprend très bien donc, les dynamiques territoriales et les façons de vivre, puisqu'il est aussi sociologue. C'est quelqu'un qui a une très grande expérience. Et dans ses derniers postes, il a été notamment directeur de l'école des Ponts. Et puis maintenant, président-directeur général de l'établissement Paris-Saclay. Et donc, qui sont des grands paris d'organisation et d'aménagement du territoire extrêmement complexe. Et la raison pour laquelle on l'a invité et qu'on a vraiment plaisir à pouvoir l'écouter, c'est que c'est un des rares spécialistes, comment dire, de quelque chose qui est à la fois de l'économie, de l'urbain et des dynamiques, comment dire, humaines, territoriales, sociétales, un peu globalement. Donc, je ne vais pas parler des nombreuses publications, sinon je rentre dans quelque chose qui... Mais franchement, je pense que les écrits de Pierre Vels font référence dans ce qui est le lien entre l'économique et urbain, l'interdépendance entre l'économique et urbain. Et pour nous, qui sur ce territoire alsacien, rhénan, métropolitain, transfrontalier, nous posons des questions de fonctionnement métropolitain, d'échelle métropolitaine, comment dire, de périmètre de métropole, comment dire, entendre comment cohésion, rayonnement du territoire, dynamique territoriale se font écho, et pas seulement comment dire, sur un territoire où on a l'habitude plutôt de vivre la fragmentation des compétences, des territoires, les limites du Rhin, etc. Je pense que c'est vraiment intéressant d'entendre un certain nombre de fondamentaux qui nous aident à réfléchir sur ce territoire. La thématique dont je voulais vous parler, c'est effectivement celle de la métropolisation. Qu'est-ce qu'on entend par là? Quelles sont les tendances lourdes qui sont derrière ce processus de métropolisation? Est-ce que c'est vraiment nouveau? Et peut-être je partirais de quand même quelques grandes tendances qui sont à l'œuvre dans l'économie et dans la société, parce qu'évidemment le phénomène urbain ne se développe pas tout seul, il se développe en relation et sur l'arrière-plan de changements profonds que nous avons dans notre société et dans notre économie, et ces changements ne sont pas à l'échelle locale, ils sont à l'échelle aujourd'hui, à l'échelle globale. Donc je commencerai par rappeler mais vraiment... on est pris en plus par le temps, ça va être extrêmement schématique, un certain nombre de choses qui aujourd'hui me paraissent importantes pour comprendre les territoires. Au fond, les deux mots-clés, peut-être, c'est les mots individu et réseau, sous différentes formes. D'abord, ce qu'on appelle la mondialisation, dont on parle beaucoup, je crois qu'il faut bien voir qu'elle a pris dans les années récentes, peut-être la dernière décennie, une forme nouvelle que certains économistes appellent aujourd'hui la mondialisation à grain fin, la mondialisation où on pourrait dire aussi à haute résolution. C'est-à-dire que historiquement, on a eu la période où c'était des grands États-nations, d'ailleurs comme ça que s'est bâtie la théorie des échanges internationaux, des États-nations spécialisés qui commerçaient les uns avec les autres, pour ça qu'on parle encore aujourd'hui d'économie internationale, alors qu'en réalité elle n'est plus vraiment internationale, elle est interterritoriale. Et puis après on a eu l'époque où les multinationales avaient quand même encore des bases nationales très fortes, mais avec des filiales à l'étranger. Et aujourd'hui, la mondialisation à grain fin, ça veut dire que les systèmes de production, d'échange et même aussi de conception aujourd'hui se déploient sur des échelles qui sont de plus en plus étendues et de plus en plus fragmentées. Bon, on pourrait... je n'ai pas amené de slide, mais il y a d'innombrables exemples où quand on prend un produit quelconque, on peut prendre la poupée Barbie ou un vélo. Moi j'ai un petit exemple que j'aime bien sur une brosse à dents. Et on voit que quand on regarde comment ces produits sont assemblés, on est véritablement dans ce que Susan Berger avait appelé dans un livre que je vous recommande, le Made in Monde. Et avec finalement une circulation des produits, mais aussi des idées, des hommes qui est considérable à des échelles. Voilà. Et cette mondialisation à grain fin, elle
je pense qu'il y a une donnée fondamentale parce qu'elle met aujourd'hui à la fois en relation et en compétition des entités de plus en plus petites. C'est-à-dire des sites de production, voire des groupes d'individus. Hein. On peut aujourd'hui, et ça évidemment c'est la révolution numérique qui l'a permis, mais aussi les transports de marchandises, le transport maritime en particulier, sa massification qui fait que, au fond, en termes économiques, les océans n'existent pratiquement plus. Il faut arriver à se représenter une carte du monde où en termes de coût, les océans auraient presque disparu. Tout ça fait qu'on peut aujourd'hui organiser des processus de production à très grande échelle. Alors ça, vu du territoire, vu de chaque territoire particulier, ça a une incidence très forte, c'est que ça augmente considérablement l'incertitude. Bon, d'abord, ça met vraiment les territoires en relation et en compétition les uns avec les autres. Et puis, ça augmente très fortement l'incertitude parce que, on l'a bien vu dans la crise actuelle, parce que une unité quelconque, hein, qui peut être une usine ou voire plus petit, peut très bien être mise en difficulté alors qu'elle fonctionne très bien simplement parce que quelque part à l'autre bout du monde, c'est pas seulement la question des pôles de décision qu'on a beaucoup, mais c'est aussi aujourd'hui le fait que plus ces chaînes sont longues, complexes, hein, l'unité de valeur, l'unité de référence n'étant plus véritablement l'entreprise, mais la chaîne de valeur, ben plus au niveau local, on peut avoir l'impression que les évolutions sont de l'ordre de l'aléatoire. Et donc la gestion économique, en grande partie, devient de la gestion du risque, de la gestion d'incertitude. On n'est plus dans la période qu'on a bien connue, où on avait des grandes crises sectorielles bien identifiées, avec des territoires bien identifiés, des sociétés qui avaient avec. Je ne dis pas que ça n'existe plus, mais quand on regarde aujourd'hui la carte des crises qui surviennent sur les territoires, on voit c'est un peu comme la foudre qui tombe, c'est très difficilement prévisible. Voilà. Ça rentre beaucoup moins dans des logiques très, très collectives. Bon, la deuxième chose, c'est que en même temps, les entreprises, et je dirais même d'une certaine façon, les organisations, deviennent de plus en plus poreuses et ressemblent de plus en plus à des espèces d'arrangements mobiles et variables de compétences, des portefeuilles de projets qui se font et qui se défont. Alors, bon, il ne faut pas pousser les choses trop loin peut-être, mais parce que bien sûr, les organisations classiques et les grandes entreprises ont encore, je crois, de beaux jours devant elles, mais on voit bien quand même que les processus qu'on appelle classiquement d'externalisation peuvent franchir de nouveaux pas. Hein. Récemment, j'ai un fils qui a été chez IBM, qui a été licencié, donc j'ai suivi d'assez près ce qui se passait en matière de personnel chez IBM. Le consultant chef de ressources humaines d'IBM a lancé un ballon d'essai en disant, au fond, IBM aujourd'hui a 400 000 salariés dans le monde, on fonctionnerait beaucoup mieux avec 100 000. Hein, les 300 000 autres, il n'y a pas de problème, on peut travailler avec eux de manière... ils travailleront en freelance, etc. Bon, je pense que ce n'est pas simplement de la futurologie. Hein. Et on voit bien aussi la montée de ce qu'on appelle, un peu en analogie avec l'informatique, le crowdsourcing ou le cloud sourcing même. C'est-à-dire, au fond, on a aujourd'hui des compétences qui sont disponibles et qu'on peut aller chercher. Voilà, ça a un très gros avantage, entre guillemets, d'ailleurs, dans la note en question du consultant dont je vous parlais à l'instant. Il le dit explicitement, il dit en plus c'est quand même plus facile, on n'a pas besoin de payer la sécurité sociale pour ces gens-là, etc. Vous voyez immédiatement quand même que à quel point c'est menaçant aussi pour toute notre régulation sociale qui repose quand même sur les droits attachés au travail relativement continu. En même temps, on voit bien que toute la logique de l'Internet pousse vers ça, c'est-à-dire vers des systèmes fluide, flexible, d'assemblage de compétences temporaires. Moi, j'avais appelé ça la société Lego, hein, c'est-à-dire ça tient assez, quand on a construit le truc, ça tient assez bien ensemble, mais c'est assez facile à défaire aussi, quoi, voilà. Et on peut faire des belles choses, mais on les défait facilement, il y a une réversibilité. Et il faut aussi, je crois, être conscient du fait que c'est très angoissant pour une bonne partie de nos concitoyens, mais ça plaît aussi à d'autres, quoi. Enfin, je pense qu'aussi...
en particulier la jeune génération qui est habituée avec les outils à se concevoir un peu comme le centre d'une étoile. Il y a des enquêtes intéressantes qui ont été faites dans les entreprises. Mon ami Frédéric Deconinck avait fait une enquête. Il ressortait que comment les gens se représentent aujourd'hui le travail, ils ne se le représentent pas comme un cercle, ils se le représentent comme une étoile dont ils sont le centre. Hein. Vous voyez tout de suite comment... voilà, je suis un individu... j'ai ma compétence, etc. Je vais essayer de la placer dans cette espèce d'immense marché qui ne cesse de s'étendre. Voilà. C'est pas tout négatif, c'est pas tout positif, c'est un changement profond. Et puis bien sûr tout ça sur le grand fond de l'individualisation, qui est le mouvement de fond des sociétés modernes, qui date pas d'hier, mais qui ne cesse de s'approfondir avec cette idée au fond que le premier boulot de chacun, c'est de prendre en charge la construction de sa propre identité. Et parfois c'est pesant. Hein. J'aime beaucoup le titre du livre d'Alan Ehrenberg qui s'appelle « La fatigue d'être soi ». C'est d'ailleurs un livre que je vous recommande parce qu'il décrit bien une chose qui m'a fasciné, par exemple, il y a quelque temps, c'était une publicité pour le recrutement dans l'armée. Et en principe, c'est... venez dans l'armée, vous allez voir du pays, formidable, ambiance d'équipe, etc. Et c'était le site web à qui c'était renvoyé, c'était devenezvous-même.com. Quand même tout à fait extraordinaire. Que l'armée monte de discipline et de hiérarchie organisée fasse sa publicité sur venez chez nous, vous allez réaliser votre moi, quoi, dans la plus grande tradition d'individualisme contemporain, c'est quand même un signe des temps qui ne trompe pas. Alors tout ça, je vais en venir rapidement... je surveille la montre vers ça a évidemment des conséquences. C'est très lié à ce qui se passe dans les villes. Je pense que ce sont ces phénomènes de fond, au fond, qu'il faut avoir en tête quand on réfléchit à ce qui se passe dans les villes. Ça, c'est un premier effet. C'est évidemment qu'il y a un effet quand même d'éclatement je dirais des formes ou des groupements socio-spatials traditionnels. C'est très clair, cette société en étoile où chacun est le référentiel. Ce que je disais tout à l'heure, les crises aujourd'hui sont plus ces grandes crises sectorielles où au fond vous avez non seulement des familles entières, mais des générations, des territoires entiers qui sont emportés dans la même dynamique et que cette dynamique, elle crée aussi du collectif. Ça existe encore, j'étais pas très longtemps en Lorragne, encore on voit les stigmates, enfin on n'est pas tout à fait sorti de ce monde-là. Mais quand même aujourd'hui, je répète, vous voyez bien que dans une même famille, vous avez parfois une question de chance, vous avez un des enfants qui est rentré dans la bonne filière au bon moment, l'autre qui a un problème inattendu, enfin tout ça est quand même beaucoup plus... Et donc les unités de destin liées à l'espace ont quand même tendance à se... disons par nature, quoi, ont quand même plutôt tendance à se dissoudre. Pour autant, ça n'est pas la fin du lien social, comme on le dit souvent. Enfin, ça, c'est une idée absurde. Enfin, on est dans une société. Il n'y a pas de société sans lien social. Simplement, le lien social, il se reconfigure de manière tout à fait différente. Et on voit dans les villes, les reconfigurations vont se faire beaucoup plus. Et au fond, les regroupements vont se faire de plus en plus sur des bases affinitaires. Hein, que c'est pas un donné socio-spatial, je suis né à tel endroit, je suis dans tel groupe, je suis identifié à tel groupe, mais à partir du moment où on a pris sa trajectoire, on va essayer quand même de se regrouper avec les gens qui vous ressemblent. C'est aussi le caractéristique fondamentale des sociétés quand elles s'enrichissent, c'est que un des premiers effets de l'enrichissement, c'est que ça permet de choisir ses voisins. Et la dynamique profonde aujourd'hui, ce que certains ont appelé la clubisation, le mot n'est pas très joli, Eric Charme a écrit un petit bouquin là-dessus récemment, c'est très différent de ces destins qu'on avait avant, parce qu'on était partie prenante d'un territoire par nature, d'une certaine façon. C'est aujourd'hui des choses affinitaires, on a envie de se regrouper, de même qu'on se regroupe dans les communautés sur le net. Le net est un système très archipélisé, hein, quand on regarde...
vous allez sur Amazon, les gens qui ont acheté ça ont aussi acheté ça, c'est vos clones, quoi. C'est d'ailleurs un peu terrifiant parce que ça donne une espèce de présence de la société. On se dit merde, je suis vraiment un animal social, à un point que je n'avais pas imaginé, parce que franchement, et il y a très peu de recoupement, c'est-à-dire que les gens qui achètent les mêmes bouquins que moi et les gens qui achètent d'autres bouquins, c'est vraiment pas les mêmes, et on a de moins en moins de chances de se croiser. Et le fait fascinant, c'est qu'on va de plus en plus habiter ensemble, mais pas par destin, par choix. Il y a un bouquin américain qui a pas été traduit, je crois, en français, qui s'appelle The Big Sort, le grand tri, qui raconte ça formidablement bien. Et on voit aussi les gens se regrouper beaucoup, pas tellement par métier, mais par exemple par niveau de formation. Il y a des études aux États-Unis qui montrent que les niveaux de formation étaient relativement homogènes avec des petites pointes. Aujourd'hui, vous avez des différences énormes, quoi. Vous avez certaines villes qui concentrent vraiment, où il n'y a plus que des bacs plus 6, bacs plus 8, etc. Mais un point très étonnant, et puis d'autres, au contraire. Donc ça fait aussi des formes de clivage dans la société. Donc on a à la fois ces éclatements, ces regroupements, et bien sûr tout ça quand même sur fond d'une grande polarisation, mais à des grandes échelles, quoi. C'est-à-dire ce qui est frappant, c'est que l'Internet n'a pas du tout détruit les structures territoriales classiques. Il y a toujours des gens qui vous expliquent, d'ailleurs moi à Saclay on essaie de regrouper des établissements, il y a toujours des gens qui disent mais c'est totalement ringard à l'époque de l'Internet, les gens vont rester chez eux. Bon, pas du tout ce qu'on constate. On constate, vous le savez tous, je pense, un peu un regain, au contraire, de la polarisation. Mais de la polarisation à grande échelle, quoi. On voit bien que ce qui monte, c'est des grandes régions urbaines. C'est pas les villes et leurs faubourgs, quoi. C'est des grandes régions urbaines, des grands tissus qui sont un peu le terrain de vie, le terrain de jeu, le terrain d'expérience des gens. Mais à de grandes échelles. Et au fond, c'est ça les métropoles, et c'est les métropoles de l'individu, quoi. Vous voyez, je pense qu'il faut ce binôme, Alain Bourdin écrit un bouquin là-dessus, je pense que le binôme est très fort. La métropole, c'est la métropole aujourd'hui de l'individu. C'est-à-dire, c'est un espace de circulation, un espace de choix, un espace de référence, pour les gens, qui sont par ailleurs de plus en plus dans l'espace aussi de référence de l'Internet, c'est-à-dire des relations d'affinité avec... les gens choisissent plus en fonction de la publicité, ils choisissent en fonction de ce que leur disent leurs copains sur Facebook ou autre, hein. Donc voilà, tout ça se traduit aussi dans la ville, et donc avec un espace de vie, au fond, hein, et puis d'imaginaire, qui a quand même comme caractéristique, et j'en viens plus directement peut-être à notre sujet, d'être très décalé par rapport à l'espace de la politique, quoi. Hein, à la fois par rapport à l'espace classique que les urbanistes, que nous autres, je pense qu'il y a un peu, j'ai bien compris, c'est un peu quand même aujourd'hui le dominant des gens qui sont dans le domaine de l'urbanisme, de l'aménagement, etc. On est resté quand même, je pense, un peu sur des images traditionnelles où le lieu compte beaucoup, mais le lieu, un peu micro-lieu, alors que les gens vivent dans des espaces qui sont plus ouverts. Enfin, c'est toujours extraordinaire de voir que le décalage entre les élus qui vont défendre des lieux en essayant de garder des équipements. Par exemple, vraiment, il faut que chaque village garde tel et tel équipement, alors que les gens passent leur vie à aller dans les centres commerciaux à 20 km, à aller accoucher à la maternité à 30 km, et que franchement, on ne vit pas dans le même espace. Et là, on a une très 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 grande difficulté, je pense, je ne jette pas du tout la pierre aux politiques, hein, je pense que c'est la structuration même aujourd'hui de notre système institutionnel, alors peut-être particulièrement en France, parce qu'en France il est particulièrement fragmenté, et donc il a encore plus de mal à prendre en compte au fond ce que sont, pour employer peut-être des termes plus simples, un peu les bassins de vie, les bassins d'emploi, les espaces de vie des gens, qui sont extraordinairement divers, y compris dans la même famille. Hein, bon. Voilà. Alors là-dessus, ce que je voudrais dire, c'est que il me semble que ces métropoles, encore une fois, qui sont, je crois, à des échelles aujourd'hui, il faut les voir à grande échelle, quoi. C'est pas la ville et les quelques communes autour. Il faut d'ailleurs peut-être les voir de manière discontinue. Hein, ce sont des réseaux, et il faudrait vraiment essayer de réfléchir ça à l'échelle qui est vraiment celle de la vie des gens. L'autre soir, là, on m'a demandé quelle est la bonne échelle. J'ai dit, c'est celle qui est juste un cran au-dessus de celle que vous imaginez normalement, quoi.
hein, c'est-à-dire que chaque fois que les élus nous sortent un SCOT, etc., vous pouvez être sûr que la bonne échelle, c'est l'échelle d'au-dessus, quoi. Hein, et quand on fait l'interscot, c'est encore l'échelle d'au-dessus, parce que moi, je suis convaincu, par exemple, que bon, ici, il m'arrive de passer par ici, donc j'ai une pratique de ce territoire qui est très singulière, hein, je pense que c'est certainement très différente. Je pense que tous, on a des pratiques singulières, mais c'est évident, par exemple, que, pour être très concret, j'ai été un peu sidéré de voir que Aubernais, Saverne, Agnos ne sont pas dans l'aire d'étude du SCOT. Hein. Ça, à l'évidence, fait partie de l'ère métropolitaine, quand même si on prend une approche, disons, de géographie assez classique. Hein. Il suffit de regarder quand même les migrations, le travail et un changement majeur. Donc, voilà. Alors, ces métropoles, il me semble qu'elles ont 4 caractéristiques. Je les énumère très rapidement, je ne vais pas les développer, on laissera pour la discussion si on a le temps. Bon, on voit que l'opposition rurale-urbain est en train de changer profondément. Le monde rural, aujourd'hui, est un monde essentiellement urbain dans lequel les modes de vie, aujourd'hui, sont les mêmes, à la densité près de ce qui sont dans les villes. Le niveau d'équipement est à peu près équivalent. Évidemment, je parle de campagnes relativement denses comme celle d'ici. Dans le fin fond du Cantal, ce serait différent, quoique, hein. Quoique, quand on regarde les statistiques, c'est quand même très très impressionnant de voir à quel point le mode de vie des gens du monde rural, dit rural, converge avec celui du monde urbain, en termes d'accès aux services, des choses comme ça. Et puis vous savez tous qu'en France, nous venons de connaître, après un siècle ou plus d'exode rural, nous venons d'entrer dans la période de l'exode urbain. Hein, puisque aujourd'hui, il n'y a plus de désertification des campagnes, nulle part, pratiquement nulle part, et que tout se repeuple doucement, gentiment, avec une diffusion incroyable de la population, qui en masse ne représente pas des quantités considérables, parce que les densités restent faibles, mais quand même, il y a une inversion de tendance tout à fait spectaculaire. On a parlé de désertification, c'était le mot-clé d'Adatar, c'est juste au moment où c'était en train de se renverser. Hein. Ça arrive souvent, ça. Comme dit Michel Serres, les révolutions arrivent toujours à pas de colombe. Hein. C'est des choses qu'on ne sent pas, quoi, les vraies choses importantes. Ensuite, évidemment, la multipolarité, mais ça va de soi, parce que et la multipolarité vraie, c'est-à-dire c'est plus simplement le système hiérarchisé, radioconcentrique qu'on a connu. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des vraies multipolarités, c'est-à-dire qu'il y a des pôles secondaires qui peuvent devenir des pôles principaux et des tissus qui sont, je pense, en Allemagne, on trouvera plus facilement, ou en Belgique, ou en Europe du Nord, des tissus comme ça, où c'est vraiment, qui sont authentiquement multipolaires, quoi, sans vraiment vide dominante, et ça fonctionne aussi bien, quoi. Hein. Enfin, ça fonctionne aussi bien. Pas forcément. La question de troisième chose, mais c'est très banal, c'est évidemment que cette métropole, ce qui est constitutif, c'est la mobilité. Est-ce que cette mobilité va diminuer avec tout ce qu'on dit sur le développement durable, le CO2, etc. Je n'en crois rien. Moi, je suis convaincu que la mobilité va continuer à augmenter, ne fût-ce que parce qu'elle est une valeur. Hein, la mobilité, c'est une valeur aujourd'hui. Vous pouvez pas, on peut pas expliquer aux gens maintenant qu'il faut plus bouger. Ça n'est pas vrai, ça marchera jamais. Ça veut pas dire qu'on peut pas bouger plus intelligemment et dans des meilleures conditions, de confort en particulier. Il faut que les métros, les trams soient climatisés, des choses comme ça. Hallucinant que le métro de Paris soit pas climatisé. Mais la mobilité, je pense. Et d'ailleurs, là, ça m'entraînerait trop loin, mais je suis pas sûr que, toute cette thématique de l'étalement urbain qui serait génératrice de graves problèmes en matière de CO2, on peut en reparler, parce que moi, j'ai une thèse qui est de dire le problème d'étalement urbain, c'est plus un problème social qu'un problème écologique. Ne fût-ce que parce que quand vous arrêtez de regarder les mobilités de travail pendant la semaine et que vous regardez comment les gens se déplacent sur la semaine complète, le week-end compris, vacances comprises et sur l'ensemble de l'année, vous découvrez cette chose. Peut-être, je pousse le bouchon un peu loin, mais c'est en gros la mobilité, elle est proportionnelle au revenu.
Hein, donc le Parisien qui fait du vélo la semaine et qui est très fier de faire du vélo parce que, bon, en fait, donc en semaine, l'habitant de Grande Couronne, il dégage 4 fois plus de gaz à effet de serre que le Parisien, mais en réalité, sur l'année, le Parisien le rattrape largement par ses revenus. Donc Par contre, les gens qui ont été se mettre dans des lointaines, dans des lointaines couronnes où il n'y a pas de service, etc., du fait de la simple centrifugeuse foncière, eh bien, ils ont des vrais problèmes sociaux, ils auront des problèmes en plus quand les prix du pétrole va augmenter. La quatrième caractéristique, bien sûr, c'est, j'en ai déjà parlé, c'est ce risque de fragmentation, d'archipélisation, je dirais plutôt, de clubisation, qui fait que quand on a créé un club, ça a une double caractéristique, c'est que c'est à la fois ouvert et fermé, quoi. Il faut que le club atteigne une certaine taille pour exister, mais une fois qu'il atteint la taille, c'est pas mal qu'il se ferme, quoi. Donc après, on a des conditions d'accès et on voit très bien. Enfin, moi, je travaille là maintenant dans le sud francilien. Je suis étonné de voir à quel point cette logique-là fonctionne et à quel point, on va desservir à Saclay un certain nombre de villages. Aujourd'hui, ce sont des villages sur le plateau avec un métro et les gens disent, c'est très bien, on va avoir le métro, le prix de nos maisons va doubler, mais on ne construit pas. Hein. Alors je dis, attendez, les gens, vous ne pouvez pas avoir tout, quoi. Le beurre et l'argent du beurre. On vous amène un métro, mais il faudra accepter quelques voisins. Sinon, l'investissement ne se justifie plus. Et à ce moment-là, les gens réfléchissent. Il y en a qui préfèrent pas avoir le métro que d'avoir des nouveaux voisins. Même si ces voisins sont des étudiants, voilà. Et donc là, on a ce paradoxe que les grandes villes ont toujours été un lieu pour ouvrir les expériences sociales, permettre des contacts différents. Bon, ça reste heureusement pour certains. Hein. Il y a toujours ce creuset de la ville qui, effectivement, par rapport aux sociétés traditionnelles, plus fermées sur elles-mêmes, permet des rencontres inattendues, etc. Mais en réalité, on finit quand même par se demander si l'expérience sociale dans les grandes villes est un peu comme sur ce que je disais tout à l'heure sur l'Internet, avec les effets de club, fait que, au fond, certes, on est dans la grande ville, on a tout ce que, potentiellement, ce que les géographes aiment bien appeler maintenant la sérendipité, ou ces choses-là. Vous savez, la sérendipité, c'est Jacques Lévy, je crois, qui aime bien ce terme-là. Ça consiste à dire, c'est trouver ce qu'on ne cherche pas, quoi. Hein. C'est comme sur le net, vous partez sur un truc et puis en trois clics, vous êtes complètement ailleurs, vous avez trouvé un truc formidable auquel vous n'aviez absolument pas pensé. Bon, c'est une des forces majeures de la grande ville, mais en réalité, ça ne fonctionne pas tant que ça, je crois. Hein. D'une certaine façon, ça restreint l'expérience sociale. Par rapport à ce qu'étaient, au fond, nos villes traditionnelles, moi, j'ai de mon enfance à Phalsbourg-Moselle, pas très loin d'ici, j'ai gardé des copains garagistes, charcutiers, machin, alors que mes enfants, ils voient que des clones de leurs parents, quoi. C'est quand même un peu embêtant. Voilà. Alors, je termine peut-être, hein, pour qu'on ait le temps. Alors, j'ai pas beaucoup parlé là de la stratégie métropolitaine, j'ai plutôt fait une chose d'analyse. Je pense que les métropoles aujourd'hui, mais à la condition, encore une fois, de les prendre à la bonne échelle, elles n'ont pas globalement de destin assigné. Hein. Et même, je pense que l'effet de taille n'est pas forcément un effet majeur. Enfin, qu'il y a une discussion sur est-ce qu'il faut 1 million, est-ce qu'il y a un seuil d'1 million, je trouve ça un peu je vois pas trop l'intérêt des millions, quoi. Vous avez, par contre, je pense qu'une métropole qui est capable de s'affirmer, c'est une métropole qui est capable de construire un imaginaire commun et de définir un projet commun. Et ce projet doit être incarné en plus. Il y a peu de contre-exemples de ça. Près d'ici, vous avez une ville comme Bâle, est une ville globale, est une ville mondiale par bien des aspects, hein, par Basel Art, par la joaillerie, etc. Et par la chimie.
c'est pas, je crois que Bâle ne doit pas être plus gros que Strasbourg, à peine. Enfin, on est dans la même taille de ville, quoi. Simplement, il y a une histoire qui est différente. Je ne dis pas que Strasbourg n'a pas une stratégie et pas une capacité d'exister à l'échelle internationale, mais simplement, je crois qu'il y a une grande différence entre les très grandes métropoles qui, par définition, sont multisectorielles, sont tous azimuts. Hein. Et ça, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Enfin, j'ai entendu un jour une conférence le soleil dans les yeux. Une conférence à quelqu'un à Paris qui expliquait qu'il fallait que Paris se choisisse une spécialité dans le monde. J'ai dit non, surtout pas. Hein. Je pense que une ville comme Paris doit être présente sur tous les fronts. Hein. Y a pas... Bien sûr, on peut avoir des points forts. Regardez, bon, mais c'est un atout aujourd'hui de Paris de ne pas avoir un point fort aussi fort que Londres, par exemple, avec la finance. Bon. En revanche, je pense que des métropoles de taille moyenne, et après, vous le savez bien, il y a un peu la taille Stuttgart ou Milan, puis il y a la taille Strasbourg, Nantes, etc. Je pense qu'il faut se distinguer, pas se spécialiser. Spécialisation, c'est pas le bon truc. Par contre, il faut certainement se distinguer. Bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Je vais peut-être terminer sur deux points. C'est que il faut bien comprendre aussi, quand on parle d'attractivité, qu'aujourd'hui, je crois que l'attractivité, le sujet majeur de l'attractivité, c'est plus d'attirer des capitaux, c'est d'attirer des gens. Ne fût-ce que parce que dans le moyen terme, c'est les capitaux qui suivent les gens et pas l'inverse. On a beaucoup raisonné sur l'idée qu'on est encore imprégné d'un monde industriel où finalement l'entreprise décide de s'implanter à tel endroit parce qu'il y a des contraintes, des déterminismes géographiques plus ou moins forts, des matières premières, et puis les gens ils arrivent, quoi. C'est un modèle là, qu'on a bien connu dans pratiquement tous les secteurs. Je crois qu'aujourd'hui, y compris pour les secteurs industriels, qui sont quand même aujourd'hui largement hors sol, entre guillemets, même pour l'agriculture d'une certaine façon, à court terme, des entreprises peuvent prendre des décisions de localisation en optimisant des choses comme les coûts de transport, les coûts de production, etc. Mais en réalité, sur le moyen terme, les entreprises vont aller là où les gens ont envie d'aller. On le voit très bien, enfin dans ce qu'on appelle, un terme que j'aime pas trop, l'économie de la connaissance, c'est très net. Il y a Ed Glaeser, qui est un économiste de la ville, là, qui vient de sortir un bouquin de synthèse qui s'appelle The Triumph of the City, qui mouline des chiffres à l'université de Harvard. Je dis parfois que c'est le Davzi américain, pour ceux qui connaissent Laurent Davzi. Et il a fait des régressions avec un nombre incroyable de variables pour voir quels étaient les facteurs de croissance des villes américaines. Et la variable qui est sortie en numéro 1, c'est la température du mois de janvier. Et alors il y a de multiples explications à la montée de la scène. Regardez ce qui se passe en France, c'est-à-dire le décalage. Alors ça aussi, Davzi a bien expliqué ça, le décalage énorme qui existe maintenant entre, je dirais, les zones qui restent les plus productives, les mieux insérées dans l'économie internationale, etc., qui sont quand même en gros au nord de la ligne Le Havre-Valouise, on va dire. Et là où vont les gens et ce qui se développe aujourd'hui, c'est spectaculaire. Vous avez vu et puis l'émigration résidentielle. Paris a beaucoup de mal aujourd'hui à garder ses actifs. Parce que c'est peut-être très productif, mais les gens n'ont plus envie de vivre là parce que le métro n'est pas climatisé. Non mais écoutez, vous prenez le RER aujourd'hui, j'ai pas pris, prenez le RER B ou le RER A, vous êtes sûr de voir des femmes ou des hommes qui vont tomber dans les pommes. C'est insensé. Donc le rapport qualité-prix aujourd'hui, il est largement en faveur des villes de province, comme on disait autrefois. Et aujourd'hui, c'est les régions des côtes, l'Aquitaine, de la Bretagne à Nice, quoi, les cartes sont spectaculaires, je ne les ai pas amenées, mais je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent. Donc, il faut penser à attractivité par rapport aux gens. Toutes les villes ne sont pas à 21 degrés moyenne sur le mois de janvier. Vancouver, il pleut, mais Vancouver, c'est quand même une ville où, paraît-il, je n'ai pas été, c'est très agréable d'habiter.
Le deuxième point, un peu avant d'ouvrir la discussion, c'est de dire qu'en même temps, c'est un point que je n'ai pas du tout abordé, c'est que cette ville, mais à la grande échelle, encore une fois, hein, ces nouveaux tissus urbains très rhizomatiques, là, si on veut faire parler chic, sont aussi de formidables laboratoires, pas seulement des nouveaux modes de vie, des nouveaux modes de travail. Moi, je suis convaincu que le travail, pas du tout sous la forme du télétravail, hein, tout ce qu'on a imaginé, mais les gens vont organiser différemment l'espace de travail entre la maison, le boulot. Enfin, on voit bien, c'est déjà commencé. Avec nos outils mobiles, on travaille la nuit, le samedi, le dimanche. Enfin, c'est infernal, mais on ne va pas s'en sortir. Il y a ça, mais aussi les villes peuvent être enfin, ces tissus métropolitains peuvent être aussi un magnifique laboratoire pour des nouvelles formes de croissance. N'oublions pas que la croissance des Trente Glorieuses a été largement tirée par en fait, l'urbanisation, hein, puisque les biens qui ont fait la croissance des Trente Glorieuses, c'est l'automobile qui est un outil urbain, c'est aussi la construction, c'est l'électroménager, enfin tout ça est lié à la ville quand même, et au changement de mode de vie, même s'il se faisait parfois dans des petites villes. Moi je suis convaincu qu'avec les nouvelles... Alors évidemment je suis totalement fasciné par ce qui se passe en Allemagne, parce que c'est là... Le choix de sortir du nucléaire pour aller vers de nouvelles filières énergétiques va avoir des conséquences absolument gigantesques, hein. Pour l'industrie allemande, c'est un pari. Pour l'Europe, c'est un pari. Enfin, on peut regretter que ça n'ait pas été discuté, qu'on ne soit pas capable d'avoir une politique énergétique globale, mais vous voyez bien que derrière ça se profilent forcément des formes de renouvellement très profonds et qui peuvent tirer une nouvelle forme de croissance, au sens classique du terme, hein, c'est-à-dire aussi d'élévation des niveaux de vie, d'amélioration de la productivité, de nouvelles technologies, dans le fonctionnement même de nos villes. Surtout que, précisément du fait que les grandes organisations sont aujourd'hui de plus en plus poreuses, on voit que c'est les villes qui deviennent les infrastructures de l'économie. Je terminerai peut-être là-dessus. Avant, au fond, vous aviez la ville accueillait des entreprises, et puis elle avait des infrastructures urbaines. Bon, si l'entreprise, d'une certaine façon, c'est quand même ce qui est en train de se passer, regardez la montée de l'auto-emploiement dans les villes, etc., si les villes deviennent vraiment, ces tissus métropolitains deviennent vraiment un peu le lieu de vie et de travail des gens, de manière diffuse, etc., on voit bien que la ville doit fournir une infrastructure. C'est la ville qui devient l'infrastructure de la production. Donc c'est à la fois le laboratoire qui va faire émerger de nouveaux produits, de nouveaux biens, de nouveaux services, de nouveaux complexes de biens et de services, mais c'est en même temps aussi la nouvelle infrastructure de l'économie, tout simplement.